Bon, ah ben on s'entend. Bonjour à tous. Alors je suis très heureux aujourd'hui de lancer un petit atelier autour de la féminisation au sein des PME et en particulier au sein de l'industrie, qui est un sous-ensemble ou un des gros enjeux de féminisation. Sachez que du côté de BPI France, on est vraiment saisi du sujet pour plusieurs raisons. D'abord parce que l'on pense que une industrie peut difficilement servir 50% de clients qui sont des femmes en étant à 80 ou 90% masculines. Et du coup, c'est difficile d'avoir dans un bureau de conception uniquement des hommes, alors qu'à la fin, les consommateurs et les consommatrices sont en mixité hommes et femmes. Et de façon générale, on est persuadé que la mixité au sein des entreprises est un facteur de performance. Ce que l'on a pu constater au sein des accélérateurs, c'est d'abord qu'on avait une première problématique, c'est qu'on a très peu de dirigeantes au sein des accélérateurs, parce qu'on prend des dirigeants et des dirigeantes de PME, on a entre 5 et 10% de dirigeantes que l'on accélère, ce qui est très faible, mais qui correspond à peu près à l'état aujourd'hui du nombre de dirigeantes de PME en France. Et le deuxième point, c'est qu'on a un vrai enjeu de sensibilisation des entreprises et des dirigeants, pour le coup, qui sont souvent des hommes, sur les enjeux de féminisation au sein de l'industrie. Et donc on va travailler, et on a initié un premier plan avec deux axes principaux. Le premier, c'est de féminiser plus et de faire rentrer plus de dirigeantes au sein des accélérateurs. Et le deuxième, c'est de travailler en profondeur les organisations, la marque employeur, la politique RH des entreprises que l'on accélère, afin de favoriser cette féminisation. La manière de travailler sur ces différents axes, c'est notamment de s'appuyer sur les nombreux réseaux qui portent un peu cette thématique en France. Et on a repéré 3 réseaux qui sont particulièrement intéressants en France. Et je tiens à saluer, du coup, on va commencer du coup par Hélène Le Drouillon, qui représente Harmoniel. Donc vous nous présenterez ce qu'est Harmoniel par la suite. D'accord. Ensuite, on a Catherine Beauvillain, qui est la représentante de FCE, femme chef d'entreprise. Je salue. Et puis enfin, Sophie Nordman, qui est la représentante de Women Equity, avec qui on a beaucoup échangé, notamment sur les questions de performance et les liens avec la mixité. Donc bonjour à toutes. Et est-ce que peut-être, Hélène, est-ce que vous pourriez nous dire un peu ce que fait aujourd'hui Harmoniel ? Alors, Harmoniel part d'un constat, en fait, un constat vécu, qui est aujourd'hui, quand vous avez besoin d'avoir une entreprise femme, une entreprise qui appartient à une femme, c'est-à-dire qu'elle a une part du capital, et que vous en avez besoin pour un sondage, pour un atelier, pour des formations au niveau sectoriel, au niveau régional, et bien vous avez beaucoup de difficultés à les identifier. Et ce, pour 2 raisons. Déjà, la définition, elle n'est pas cadrée du tout en France. C'est-à-dire qu'on peut mettre un peu tout et ce qu'on veut dedans. C'est-à-dire que est-ce que c'est du capital ? Est-ce que c'est des dirigeantes ? Est-ce que c'est un mix entre les deux ? La définition officielle de l'ONU, c'est 51% de capital et une dirigeante. Alors, si on commence à partir là-dessus, en France, on va être pas des très bons élèves. Donc, on va être obligé de jouer sur cette définition-là. Et c'est ce que font chaque organisme qui essaie de faire quelque chose sur les entreprises femmes. Par contre, ce qui est sûr, c'est que c'est un levier formidable. Et bien sûr, pour l'économie, c'est évident. Mais également, c'est une approche business de la parité. Et ça, c'est quelque chose dont on entend très peu parler. Et quand on regarde ce que font, par exemple, des grands groupes qui ont compris ça, ils vont aller chercher leurs clientes PME et aller les organiser entre elles et voir comment elles peuvent les faire grandir pour grandir elles-mêmes. Donc, c'est une approche business. Deuxième chose, il y a des programmes, surtout aux États-Unis, qui favorisent l'achat auprès des entreprises femmes. Ça donne des crédits d'impôt, tout simplement, aux entreprises. Et donc, quand elles arrivent en France, c'est pareil. Elles essaient de trouver des PME femmes et elles se retrouvent confrontées au même problème, c'est-à-dire elles sont où et pourquoi on ne les voit pas. Donc, chez Harmoniel, notre mission, c'est vraiment d'abord de les recenser, de les cartographier et de les qualifier. Donc, au niveau bien sûr, de toute la base, mais aussi au niveau du capital. Et la deuxième mission, c'est vraiment de faire des liens là où il y a besoin. Donc, par exemple, si BPI décide de faire un accélérateur avec des femmes, vous savez déjà avec les réseaux qui existent, mais tout le monde ne les connaît pas spontanément. Donc, c'est vraiment d'avoir une porte d'entrée assez spontanée sur où trouver les femmes, où trouver les entreprises, et avoir une démarche beaucoup plus simple et beaucoup plus fluide. Et en particulier, du coup, vous avez mentionné le lien entre les grands groupes et les achats, en fait, sur leur fonction achat et l'impact qu'ils peuvent avoir. Quels sont les leviers, selon vous, qu'on peut aujourd'hui activer pour qu'un grand groupe intègre mieux cette dimension-là lorsqu'il va acheter, justement ? Alors, déjà, il y a un programme qui existe aux États-Unis, c'est déjà installé, il y a un cadre légal, tout est placé. Nous, on n'a pas du tout ça.
Donc aujourd'hui, pour commencer à faire travailler une PME avec un grand groupe, à moins que ce soit une démarche de la part de la PME, c'est quand même assez utopique d'y aller tout de suite. Donc il va falloir passer par soit des phases intermédiaires, soit passer comme le pacte PME, c'est-à-dire avec des organisations qui sont déjà auprès des grands groupes pour pouvoir faire le lien. Mais il y a quand même beaucoup d'étapes avant d'arriver à faire ça. Par contre, c'est un levier formidable, effectivement. Ce que je remarque au moment où nous, on travaille sur l'identification, c'est qu'il y a beaucoup de PME qui nous posent la question, ou des ETI même, qui nous posent la question en disant « Mais moi, je veux travailler avec des PME femmes et des ETI femmes. Et j'ai jamais juste pas pensé, je ne sais pas où elles sont. » Donc, on revient toujours au même problème. Donc, l'idée, c'est vraiment de faire cet annuaire et cette identification assez simple. Très clair, merci beaucoup Hélène. Catherine, de votre côté, donc, vous êtes présidente Île-de-France de Femmes Chefs d'entreprise. Alors, je suis présidente de la délégation des Hauts-de-Seine. Hauts-de-Seine, pardon. Hauts-de-Seine, plus précisément. Et donc, est-ce que vous pouvez présenter FCE, du coup, assez rapidement ? Donc, FCE, c'est le plus ancien réseau de femmes chefs d'entreprise. On existe depuis 1945. C'est Yvonne Edmond-Foinon qui, à l'époque, avait été refusée comme membre au CNPF, donc anciennement le MEDEF, qui a décidé de créer Femmes Chefs d'entreprise. Très rapidement, elle a été sollicitée par d'autres pays et c'est devenu très rapidement international. Aujourd'hui, on est présent dans 120 pays. Ça représente 500 000 adhérentes au monde. En France, nous avons 2000 membres, dont plus de 1500 sont propriétaires de leurs entreprises. La plupart de nos adhérentes sont des TPE, mais nous avons des entreprises qui vont jusqu'à 3000, 3500 salariés. Donc on a quand même quelques très grosses sociétés. Notre vocation, c'est d'accompagner les femmes entrepreneurs dans leur croissance, dans leur développement, booster un petit peu ce développement en les accompagnant dans la reprise d'entreprise, faire de la croissance externe. Et on a aussi vocation à les aider à prendre des mandats, parce que les femmes doivent prendre leur juste place dans les instances économiques et sociétales. Donc on accompagne vraiment les femmes à oser prendre leur place. Il ne suffit pas de leur faire de la place, encore faut-il que les femmes osent y aller. Voilà, donc on les accompagne pour prendre des mandats au prud'homme, dans les chambres de commerce, dans les caisses primaires d'assurance maladie, dans les instances de logement, enfin voilà, partout où les places sont leurs femmes et où elles sont sous-représentées. Et quand on se parlait, vous avez aussi une action sur la visibilité des dirigeantes que vous essayez de pousser au maximum. Le vrai problème, c'est qu'en fait, les femmes, on entend souvent qu'il n'y a pas de femmes compétentes. C'est faux. Les femmes sont compétentes. Elles représentent 50% de l'humanité, 50% des diplômés. Elles représentent 80% des décisions d'achat, notamment au sein de la famille, mais elles ne représentent que 10% des gouvernances, dans les gouvernances. Donc elles doivent prendre leur place, simplement elles n'osent pas. Donc on est là on est un peu le relais entre les femmes qui ont osé et celles qui vont oser. Donc on les accompagne pour qu'elles prennent leur juste place. Merci beaucoup. Et enfin Sophie, donc pour Women Equity, est-ce que vous pouvez nous expliquer du coup ce qu'est Women Equity et ce que vous faites en fait ? Bonjour, je suis ravie d'être là. Je suis Sophie Nordman, directrice générale de Women Equity. Alors, Women Equity Partner, c'est un acteur particulier puisqu'on est actif depuis 10 ans au soutien opérationnel et financier des PME dirigées par les femmes en France. Et depuis 10 ans, on a construit une plateforme, un écosystème qui vise à les accompagner à 360 degrés. Donc la toute première chose qui a été faite et qui perdure, c'est de savoir de quoi on parle, quel est cet univers, puisque malheureusement, il y a eu beaucoup d'études publiques sur la jeune création d'entreprises, les startups. Il y a énormément d'initiatives au niveau startup et il en faut, on ne critique pas du tout ça, c'est très important. Mais au niveau PME, il n'y a aucune étude qui existe. C'est pour ça que Women Equity a commencé à se saisir de ce sujet-là, pour savoir de quoi on parle. Donc, de quoi on parle, le diagnostic, il est important de le faire savoir et de le verbaliser, parce qu'il est souvent, sur certains points, contre-intuitif. Donc, quel est-il ? Donc, chaque année, depuis 10 ans, on analyse 40 000 PME, entre 4 et 150 millions d'euros de chiffre d'affaires, sur les 70 000 que dénombre l'INSEE. Donc, 40 000 sur 70 000, on parle de plus que d'un échantillon, c'est la majorité, c'est majeur, c'est significatif.
Et on a les mêmes méthodes d'analyse et qui disent la même chose chaque année, c'est-à-dire qu'en nombre, on a 20%, plus qu'on ne le croit, plus qu'il y a d'accélérer chez BPI, et justement on y travaille, pour augmenter cette visibilité, puisqu'il y a 20% des femmes dirigeants des entreprises en France, entre 4 et 150 millions d'euros de chiffre d'affaires, des femmes présidentes, des femmes directrices générales. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, elles sont dans tous les secteurs d'activité. C'est aussi très important parce qu'il y a souvent des idées reçues en pensant qu'il y a des secteurs plus ou moins pro-féminins. Non, à la tête des entreprises, on a autant de femmes qui sont à la tête d'entreprises industrielles que d'hommes. Ce sont des secteurs et des échantillons quasiment superposables. Donc ça, c'est un point très important à avoir en tête. Et l'autre point important, c'est qu'entre ce range qui est très large, entre 4 et 150 millions d'euros de chiffre d'affaires, on a autant de petites, de moyennes et de grandes entreprises, côté hommes comme côté femmes. Donc il n'y a rien de plus comparable en fait entre une PME dirigée par un homme et une PME dirigée par une femme. Et donc quand on dit 20% en France, ça représente quand même 10 000 entreprises en France. Donc en effet, elles ne sont pas trop visibles, je vous rejoins, mais elles existent. Et on est là justement pour aller les flécher, les cartographier, les pousser et les accompagner le plus possible, opérationnellement et financièrement. Parce que moi, avant de rejoindre Women Equity, donc j'ai passé 15 ans dans le capital investissement à accompagner justement les PME en France. Et j'ai à cœur de les accompagner avec ce prisme particulier femmes, puisqu'on en parlait, dans le diagnostic, ce qu'on regarde aussi, c'est leur performance. Et en termes de performance, elles sont aussi performantes que les hommes. Elles sont même très légèrement surperformantes en termes de chiffre d'affaires, mais elles sont chaque année et depuis 10 ans surperformantes en termes de rentabilité opérationnelle. Concrètement, on a entre 1 et 3% d'EBITDA sur chiffre d'affaires en plus sur l'échantillon femmes versus l'échantillon hommes. Donc, c'est un vivier de performance, c'est important. Donc, concrètement, Women Equity, on agit sur plusieurs aspects. Je l'ai dit, c'est 360 degrés. La partie visible, c'est qu'à partir de cette étude qu'on fait sur les 40 000 PME, on en extrait les 50 plus belles histoires tous les ans. C'est ce qu'on appelle notre palmarès. Et là, pour vous donner un peu de concret, l'année dernière, le palmarès regroupait donc 50 entreprises qui, en moyenne, faisaient 37 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, on est loin de la start-up. On est sur déjà de belles PME et le début des ETI. L'année dernière, ça représentait près de 2 milliards de chiffre d'affaires en cumulé et 8 000 emplois. Donc, on est sur un impact majeur en termes de contribution économique. Et en termes de croissance et de rentabilité, on est là aussi sur des succès dont il faut parler, puisque ça contribue à diffuser les rôles modèles. Pour vous donner un ordre d'idée, sur ce palmarès l'année dernière, il y avait 30% de croissance annuelle moyenne de ces entreprises. 30%, c'est juste colossal. Et des rentabilités opérationnelles à 2 chiffres. Donc il faut le savoir, il faut le verbaliser, il faut en parler. Et nous, on va au-delà de la promotion et de la visibilité. On a des relais, bien sûr, médiatiques, mais aussi institutionnels auprès des politiques. D'ailleurs, nos études, qui sont les seules études qui existent vraiment en masse et en chiffres depuis 10 ans avec la même méthodologie, sont régulièrement reprises soit par des acteurs publics comme la Communauté européenne ou des acteurs privés comme typiquement le BCG et BPI d'ailleurs, puisqu'on a des études communes pour essayer de mieux cibler, mieux calibrer, parce qu'on ne peut agir que sur ce qu'on connaît bien. Donc si on n'a pas de chiffres, si on ne sait pas de quoi on parle, c'est difficile d'agir. Et du coup, on travaille à partir de tout cet écosystème et cette connaissance fine à les accompagner précisément. Et on va sur l'accompagnement financier de ces entreprises. Et là, on devient donc un acteur du capital investissement classique et on les accompagne pour majorer l'impact, justement en disant on va chercher de la performance, on va chercher de la valeur comme n'importe quel acteur du capital investissement, et particulièrement sur ce terreau-là parce qu'il est performant et qu'en France, malheureusement aujourd'hui, ça fait partie aussi de nos études et de nos constats, une PME dirigée par une femme a 6 fois moins de chances d'être accompagnée par un acteur du capital investissement qu'une PME dirigée par un homme. Donc on est là aussi pour pallier ce manque et pour créer plus de rôle modèles et pour que la mixité ne devienne plus un sujet et que ça devienne quelque chose d'absolument naturel. Merci beaucoup Sophie. Alors, question plus ouverte à toutes les trois. Est-ce que vous voyez, on a parlé un peu sur Harmoniel par exemple de l'aspect un peu législatif, ou est-ce que vous voyez des évolutions réglementaires sur cette question-là ou pas? Quelle est votre position par rapport à la question justement de l'évolution réglementaire? On prend du côté d'Harmoniel qui a déjà quelques idées.
j'ai envie de dire que je n'étais pas pour les quotas et que je suis devenue pour. J'ai pas envie de mettre des lois pour bloquer, mais force est de constater que quand les lois déblaient le terrain, eh ben, ça se suit mieux derrière. La loi a cette vertu d'au moins prendre conscience, de faire prendre conscience à des gens qui ne vont pas y réfléchir et que du coup, bah, ça entraîne quand même quelque chose. Est-ce qu'il faut aller jusqu'à la réglementation pour forcer à avoir plus de PME femmes en tant que partenaires, en tant que fournisseurs? Est-ce que ça rentrerait dans le cadre de la loi de la parité? Pourquoi pas? Ce serait envisagé. Bon, voilà, je pense qu'il y a beaucoup de pistes à explorer. Le gouvernement a fait beaucoup de choses pour les entrepreneurs, je dis bien, pour les start-up. Maintenant, c'est vrai que le prochain chapitre, s'il pouvait être sur les PME femmes, il y a quand même de belles choses à faire. C'est les rôles modèles pour celles qui vont arriver derrière. C'est vraiment stratégique. Et il ne faut pas perdre sachant qu'il faut au moins 30 ans pour arriver à une ETI, on ne va pas attendre jusque-là. Donc il faut aller assez vite, oui. Un peu le même point de vue chez nous, c'est-à-dire qu'au départ, on n'est pas forcément pro-quota, mais ça fait quand même évaluer les choses. Évidemment, la loi Copé-Zimmermann a donné un grand coup d'éclairage à ce sujet-là. Malheureusement, elle n'est pas encore applicable partout. Typiquement, les SAS échappent à la loi Copé-Zimmermann et typiquement, ça, on pourrait déjà s'en occuper parce que c'est tout proche. Mais là encore, la loi Copé-Zimmermann, c'est sur les conseils d'administration, donc c'est déjà très important. Maintenant, ce qui va compter aussi, c'est les comités de direction ou les comités exécutifs. Et là, c'est plus difficile à encadrer par la loi. Mais déjà, l'index Pénicaud, avec l'obligation de publication, le fait de verbaliser, de mettre en lumière le fait qu'il y a certaines entreprises où à la tête, il y a encore une très forte disparité, fait bouger les choses. Et on est plutôt pour justement la publication, la publicisation, que ça soit au niveau des entreprises ou même des instances comme le MEDEF, par exemple, où justement tout ça est un écosystème, des réseaux de réseaux, et il faut qu'il y ait des femmes à tous les niveaux. Autant il faut des femmes start-up au démarrage, mais une forêt, ça grandit avec toute taille d'arbres. Si on ne fait pousser que des jeunes pousses et qu'on ne donne pas de lumière aux grands arbres, on n'ira pas très loin. Donc il faut vraiment agir vraiment partout. Et moi, j'ajouterais qu'au-delà de la réglementation, où effectivement, il faut pousser les femmes dans les COMEX et les CODIR, il faut aussi des exemples, mettre des champions qui montrent effectivement la performance des entreprises à gouvernement mixte pour les mettre en lumière et du coup donner envie, par l'exemple, à d'autres de suivre ce chemin. Et merci du coup de projecteur de la BPI aujourd'hui sur ces sujets-là. Et du coup, sur ce coup de projecteur, pour continuer, vous avez vu qu'on s'est réadapté avec quand on est passé de 5000 à 1000 la semaine dernière, on a fait beaucoup plus de digital. Vous, dans tous vos événements, en fait, dans tous vos axes de communication, comment est-ce que ça impacte en fait, quand on se dit que l'une de vos vocations à toutes les trois, en fait, c'est d'essayer de pousser la visibilité. Comment est-ce que vous faites dans un contexte où on a plus de mal à se réunir, on est un peu plus digital? Peut-être Catherine, si vous voulez rebondir là-dessus. On a fait comme vous, on s'est adapté. On est souple aussi chez les femmes chefs d'entreprise. Si je prends l'exemple de notre Assemblée Générale qui réunit quelques centaines d'adhérentes chaque année, on a 2 événements nationaux. Donc le FCED, cette année, on l'a transformé en FCE Night. Donc ça a été un événement digital. Et on a eu plus de 500 adhérentes connectées en même temps pour à la fois avoir des personnalités inspirantes en plénière, mais ensuite se dispatcher en atelier, chacune en petits groupes, pour qu'on puisse aussi avoir de l'interaction, qu'elles puissent poser leurs questions, etc. Donc, et on a des réunions mensuelles qui se tiennent en plénière dans la mesure du possible, et quand c'est pas possible, on les bascule en digital. Donc on s'adapte, mais on maintient le lien. Et moi, je sais que dans ma délégation, pendant le confinement, nos réunions mensuelles, je les ai transformées en réunions hebdomadaires, où c'était un peu l'auberge espagnole. Il n'y avait pas d'ordre du jour. Chacune venait avec ses questions, ses problèmes. Et on avait toujours du monde pour répondre à toutes les questions. Et ça a été un élan de solidarité formidable. Sophie, vous voulez dire? Alors pour le coup, nous on a des retours réguliers justement des dirigeantes qu'on accompagne en nous disant encore plus maintenant dans cette période de crise, la visibilité est clé et merci d'être là. Donc pareil, on s'adapte. On a une newsroom qui met en lumière des
des profils, des manières de faire pour surmonter les épreuves. Et il y a aussi beaucoup de résilience sur ce type de population, d'une part. Et d'autre part, typiquement, le palmarès qui a d'habitude lieu chaque année, qui rassemble environ 500 personnes et qui salue les très belles performances. Cette année, on a décidé de le passer autrement dans les relais régionaux, nationaux, avec des diffusions radio, télévision et papier, pour irriguer et relayer la présence. Et en général, les dirigeantes sont très reconnaissantes de cette visibilité, puisque même en période de crise, et on l'a vu, ça a d'ailleurs fait scandale dans les médias, avec des affiches de couverture où dans les grands décideurs qui doivent donner leur avis, on n'a que des hommes. Et nous, on est assez convaincus que la mixité, c'est en fait l'antichambre de la diversité, et qu'aujourd'hui, face aux enjeux sociétaux et environnementaux qui sont majeurs et colossaux et très disruptifs, où il y a des changements de paradigme à trouver, il faut qu'on soit le plus nombreux, le plus différent pour rassembler la complémentarité qui existe, que ça soit le plus inclusif possible pour trouver les solutions les plus riches. Et que c'est justement pas en affichant une première page de journaux avec que des hommes entre soi qui se connaissent tous qu'on va réussir à englober tout le monde et trouver les réponses à tous ces défis qui nous attendent. Je rejoins tout à fait les deux avis énoncés, et j'ajouterais effectivement que c'est l'occasion aussi dès qu'on peut faire prendre cette conscience de ça, c'est la prise de conscience, et puis les chiffres, les métriques qui manquent fondamentalement. Et ça, on ne peut pas les faire tout seul. Donc effectivement, le Covid a été une période où on a pu se concentrer un petit peu plus sur ça, où on n'avait pas le temps de le faire avant. Donc ça a été bénéfique pour ça. Très clair. Est-ce qu'on a du coup il nous reste 8 minutes, est-ce qu'on a des questions, Charlotte? Bonjour, c'était sur la partie investissement, justement, quand vous parlez d'entreprises gérées par des femmes. En ce qui concerne les startups, on sait qu'à partir du moment où une femme présente un projet ou tient ce projet, elle a beaucoup plus de mal à toucher les investisseurs. De la même manière, les femmes qui montent des fonds à destination des femmes ont énormément de difficultés à lever des fonds pour investir dans ces boîtes. Est-ce que justement, quand vous avez fait ce diagnostic et que vous avez regardé, est-ce que ça se traduit également pour les PME, qui sont en général des boîtes un poil plus installées que justement ça pourrait être pour des startups? Est-ce que vous connaissez des gens qui arrivent à lever des fonds pour investir justement dans les femmes, ou ça reste une difficulté encore tous les jours? Alors, il y a... je vais essayer d'être concise, parce qu'il y a plein de questions et de constats dans votre question, mais avec grand plaisir. Peut-être la première chose, c'est qui revient justement sur ce diagnostic, qui est de dire, bien que ce sont des PME qui sont déjà rentables, qui font plus de 4 millions d'euros de chiffre d'affaires et qui sont surperformantes, elles sont encore aujourd'hui très peu accompagnées par les acteurs du capital investissement, alors même qu'elles surperforment. Alors là-dessus, on a beaucoup d'études, on a des chercheurs, on a un comité scientifique qui nous aide aussi à nous aiguiller et à comprendre pourquoi. Et c'est aussi la pratique du métier depuis 15 ans qui éclaire ce sujet-là. C'est qu'en fait, les dossiers de PME arrivent sur les bureaux des acteurs différents et variés du capital investissement via des intermédiaires, via des réseaux. Et ce sont des réseaux qui sont encore trop peu féminins, où il y a encore trop peu de femmes. Parce que, pour X raisons, elles sont soit pas à l'aise, soit elles n'ont pas le temps, soit elles ne perçoivent pas la pertinence, savoir quel est le bon réseau. Et du coup, elles n'arrivent pas spontanément sur le bureau des acteurs du financement, alors même que certains nous disent « mais moi, j'aimerais bien investir dans des PME dirigées par des femmes, mais j'en vois pas ». C'est tout notre sujet, justement, qui est de dire, en fait, il y en a, on les dénombre, on peut vous dire précisément, on peut vous les lister, on a des fichiers Excel, on a nos études depuis 10 ans accessibles, etc. Mais il faut aller les chercher. Il y a un travail vraiment de cartographie et d'identification. Elles sont dans tous les secteurs, mais c'est un vrai travail volumique, constant, on travaille avec des statisticiens, c'est un travail assez lourd. Donc ça, c'est le premier sujet sur pourquoi il y en a si peu aujourd'hui. Et sur la question qui est de dire, est-ce que ça reste compliqué en tant que femme d'agir sur cette thématique-là, j'allais vous dire oui et non. Nous, notre credo, c'est de dire, regardez-nous comme un acteur traditionnel du capital investissement avec un prisme particulier, parce que c'est un prisme où c'est un univers qui est peu travaillé et très performant. Donc c'est logique qu'on s'y intéresse. Il va nécessairement donner des fruits de performance, parce qu'à la base, en fait, ce filtre des femmes
permet de mettre en lumière des profils qui ont tellement été peu attendus là où elles sont à la tête de leur entreprise, qui ont tellement battu en brèche des idées reçues, des biens inconscients, qu'elles sont, par définition, si elles sont là aujourd'hui, elles sont très résilientes, elles sont donc très performantes. C'est corrélé. Et donc, ce qu'on dit quand on va lever des fonds, c'est, on leur dit, mais on vous parle performance, on vous parle TRI, on vous parle création d'emplois. Donnée importante aussi sur le palmarès des 50, j'ai oublié de vous signaler que plus de 50% de ce palmarès a été créé, cofondé par des femmes, fondées ou confondées. Donc ça veut dire qu'elles sont responsables en termes d'emploi et en termes de valeur ajoutée globale pour le pays d'un nombre très important. Tout ça pour dire qu'il y a des idées reçues qu'il faut battre en brèche. C'est un sujet d'importance et en face de nous, un acteur traditionnel entend ce discours. Ce qu'on aime beaucoup dire, c'est que nous, notre raison de vivre, notre credo, c'est de faire rimer performance et impact social. C'est là où ça se conjugue. Et on est très convaincus de ce sujet-là. Donc oui, on y arrive. Maintenant, c'est pas juste en ayant l'idée que ça se fait tout seul, quoi. Alors, moi, j'ai une petite série de questions de la part des internautes. J'aimerais ajouter quelque chose pour répondre à votre question. Moi, j'ai un parcours, j'ai accompagné beaucoup de créateurs et de dirigeants d'entreprises. C'est que les femmes sont moins ambitieuses d'une manière générale que les hommes et qu'elles sont toujours extrêmement prudentes dans leur prévisionnel. C'est-à-dire qu'elles ne vont lever des fonds et elles ne vont demander que ce qu'elles ont besoin et surtout pas plus parce qu'elles ont peur de ne pas pouvoir rembourser, là où les hommes vont mettre la barre un peu plus haut, oser demander plus et aller plus loin. Donc n'hésitez pas, soyez ambitieuses dans vos prévisionnels, tout en étant réaliste bien sûr, mais soyez ambitieuses et n'hésitez pas à lever des fonds parce que le taux de l'argent est tellement faible que vraiment ça vaut le coup d'emprunter ou d'ouvrir votre capital pour aller plus vite et plus loin et oser le faire. Les hommes n'hésitent pas et il faut que les femmes y aillent aussi. Les fonds destinés aux femmes n'arrivent pas à lever de l'argent. C'était ça ma question aussi. On y arrive, puisque c'est le troisième pilier de notre activité. Et si, on y arrive parce que quand même progressivement, il y a 10 ans, quand Women Equity Partners s'est créé, on avait l'air d'un ovni. On a été les premiers à construire ces études. Mais les choses changent, la société évolue, les ministères changent, les mentalités changent et heureusement, on en est ravis. Donc on est très confiant sur le fait qu'on va y arriver et que ça va créer à plusieurs un appel d'air et une normalité quelque part, que ça ne soit plus un sujet en fait, la mixité, tout simplement. Alors, mesdames, j'ai une petite série de questions pour vous de la part des internautes. Est-ce qu'il existe des programmes de sensibilisation auprès des jeunes filles dans les collèges, les lycées, les écoles d'ingénieurs ou non? Alors oui, il en existe. Il y a beaucoup d'associations et d'aides à l'accompagnement. BPI a énormément d'entrées et d'éducation, de sensibilisation. France Invest également. Je fais partie aussi du comité de France Invest pour justement aller loin dans les écoles d'ingénieurs, dans les écoles de commerce, pour leur dire venez, c'est un métier passionnant, ce n'est pas réservé aux hommes, on a besoin de diversité et de mixité, on a besoin de tous les points de vue, de tous les parcours. Certes, c'est un métier très exigeant, mais on a besoin d'être le plus ouvert possible pour aller de l'avant dans cette société qui a vraiment besoin de se transformer. Donc on a des actions là-dessus et on essaye, avec tous les relais possibles, d'attirer, d'amplifier et d'avoir de plus en plus de rôle modèles quelque part. Il y a 100 000 entrepreneurs aussi qui a une action chaque année le 8 mars pour sensibiliser les jeunes collégiennes. D'accord. Marie-Laure aussi. Ouais. Ah, excusez-moi. Marie-Laure voudrait savoir également s'il y a un salon professionnel dédié aux PME dirigées par les femmes. Ah, ça c'est une très bonne idée justement. C'était
On va proposer la French Fab. Voilà, ça c'est une très bonne Déjà, chez les accélérés de BPI, voilà, exactement, chez les accélérés de BPI. On l'attend celui-là. Pour 2021. Voilà les actions pour 2021. Et pour finir, est-ce que vous acceptez dans vos réseaux les gérantes d'EURL non PME? Chez FCE, oui, bien sûr. D'accord. C'est vraiment la dernière question avec réponse rapide. Mais vu que c'est la première question masculine, on peut pas s'interdire. On est d'accord. Manifestement et avec regret, je suis le seul dans cette salle. Mais mes camarades diront que c'est mon côté méditerranéen qui fait que Ça fait du bien. je veux toujours être un peu plus entouré. Bon, trêve de plaisanterie. Est-ce qu'on pourrait pas, c'est pas n'importe quel entrepreneur qui prend la parole devant vous. Nous, on a 50% de femmes dans notre entreprise industrielle. On est basé dans les Hauts-de-France. La majorité des postes de direction sont entre les mains des femmes. Maintenant, le fondateur, c'est un homme. J'y peux rien, c'est comme ça. Je vais pas me transformer et abandonner mon poste de fondateur parce que c'est comme ça. Est-ce qu'on peut pas aller plus loin dans l'histoire? Vous disiez que les femmes n'aiment pas s'endetter. Elles détestent ça, elles ont du mal à pousser. Ma femme est dans ce cas-là. Elle me est toujours catastrophée quand elle voit le niveau d'endettement qu'on peut avoir. Est-ce que c'est pas finalement la cerise sur le gâteau de dire que les binômes fonctionnent et qu'il y en a pas, c'est pas les hommes ou les femmes, c'est les hommes et les femmes. On est bien d'accord. Et c'est ce que je disais ce matin en témoignant à la French Fab, que notre boîte, elle a 50% de femmes. J'y suis pour rien en fait. Je l'ai pas fait exprès. Et il y a 25 ans, quand on a créé l'entreprise, et ben ça s'est fait tout seul. Donc c'est peut-être ça la clé de la solution. C'est pas de vouloir mettre des quotas ou j'en sais rien. Parce qu'on va rentrer dans un système qui va être absurde. Alors moi je suis méditerranéen, on va dire il faut un méditerranéen, il faut un blanc, un jaune, un noir. Non, ça va pas ça. Laissons les choses se faire, mais plutôt il faut les rendre naturels. Tout à fait. Et quand vous avez évoqué les choses tout à l'heure, même si je suis arrivé un petit peu en retard, je pense que vous n'avez pas touché ce point-là. Moi je suis assez choqué qu'au CAC 40, il y avait une femme présidente du CAC 40 et il n'y en a plus. Je veux dire, on est chez les fous, quoi. Or, on sait que dans ces postes-là, on peut placer, pour le coup, de manière exemplaire, une femme à la tête d'un grand groupe. C'est pas compliqué à faire, puisque ce sont des postes en gros, c'est des décisions politiques. Ou en tout cas, si c'est pas politique, c'est des décisions de conseil d'administration. Donc moi, j'ai envie de vous dire, à la limite, un patron de PME comme moi, il est aussi discriminé que les femmes peuvent être discriminées à un moment donné. Je ne pense pas qu'il y ait tellement de différence. Mais je ne rentrerai pas dans le sujet là-dessus, parce que ça va forcément être sujet à polémique. Si on peut avoir un droit de réponse, quand même, un petit droit de réponse rapidement, non Tu veux continuer? Je pense qu'on a tous eu des avis assez convergents sur la question. C'est-à-dire il est bien sûr pas question de faire ça contre les hommes. Tout le sujet, c'est d'être inclusif parce que, encore une fois, c'est un sujet de diversité, de complémentarité. Et c'est là où ça fonctionne. Moi, je suis convaincue que complémentarité donne de la performance. C'est le débat. Maintenant, vous êtes plutôt un bon élève, sans le vouloir. Ça a été naturel. Mais il y a encore énormément de biais sociétaux et inconscients qui diffusent l'idée. Encore aujourd'hui, quand on fait un sondage et qu'on dit c'est quoi pour vous la direction d'une PME, et on va vous dire c'est un patron de 40-50 ans, c'est un homme. Est-ce que vous pouvez pas dans ces cas-là prendre des exemples, mais masculins, de choses qui se passent bien dans les entreprises? Parce qu'en fait, c'est soit. Mais et c'est là où ça merci de votre fonctionne pas. témoignage. Ouais, mais il faut aller plus loin, je pense. Jean-Marc, t'as loupé le début, mais effectivement, le point était mis. Oui, non, il y a heureusement des entreprises qui sont conscientes du sujet et qui poussent, et où il y a une parfaite mixité à tous les étages. Ça marche bien, en général, elles sont très diverses. Et il y a beaucoup d'études qui montrent qu'elles sont plus performantes que les autres. Parce que justement, complémentarité égale performance. Il y a beaucoup d'hommes qui prennent le lead sur ces questions-là et qui sont exemplaires aussi là-dessus. Donc on a besoin d'avoir les deux, ça c'est évident. C'est juste que les actions qu'on mène, c'est pour essayer de retrouver cet équilibre qui va nous amener justement à une spontanéité qui n'existe pas encore. C'est tout. Voilà. En tout cas, merci beaucoup à toutes les trois. Débat très intéressant. Guillaume. Même si on a débordé un peu, désolé.